Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Tout d'abord, avant de démarrer, je voudrais remercier en particulier Nathalie, Véronique et François pour leur invitation parce que les présentations de ce matin et d'hier étaient absolument passionnantes. Et c'est l'occasion d'échanger. On va le voir, moi aussi, je vais vous parler un peu de normes et un peu de l'aspect légal, mais vous verrez qu'on a quelques petites différences d'interprétation, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger autour. Je suis donc Enji Guercher, je suis référent accessibilité numérique au sein de l'Université de Bordeaux et je vais vous présenter rapidement parce que le temps nous est compté, j'ai cru comprendre mais je compte sur le maître du temps pour m'arrêter et me faire des signes. Je vais vous parler de la politique mise en place au sein de cet établissement, l'Université de Bordeaux. Donc dans un premier temps, il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez vite parce qu'elles ont été assez largement abordées précédemment. Malgré tout, je reviendrai sur certains points. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est le service phase de l'Université de Bordeaux, puisque c'est le service au sein duquel j'officie. Ensuite, je vous parlerai du schéma directeur du handicap, qui guide en partie l'action de l'accessibilité numérique, puisque cette dernière s'inscrit dans un schéma plus global, qui est le schéma directeur du handicap. Je reviendrai très très vite, promis, sur le cadre légal, en disant quelques mots également sur les normes et les standards, mais j'essaierai d'être assez léger pour une fois sur la question. Ensuite, on viendra sur les missions qui me sont confiées, et puis je vous donnerai des exemples concrets de mise en œuvre de l'accessibilité numérique au sein de l'établissement, avant de faire une petite conclusion qui sera en deux temps, une vraie conclusion bilan d'une action menée sur 3 ans, et puis je me mettrai un peu dans la peau d'un chef cuisinier pour essayer de vous donner des petites astuces pour des recettes qui fonctionnent, pour essayer de bien on va dire, décemer au sein des différents établissements ou organismes. Alors, tout d'abord, je travaille au sein du service phase. Alors, le service phase, c'est un peu, mais pas que, le service handicap de l'Université de Bordeaux. Pas que, parce qu'en réalité, ce service s'adresse à des publics composés de personnes en situation de handicap, mais également d'artistes, de sportifs et d'élus, ce qu'on pourrait appeler des personnes à besoins spécifiques, qui pour des raisons différentes ont un besoin d'aménagement de leurs études. Alors ça se fait, ces besoins d'aménagement se font de différentes façons. Ça va de l'aménagement des études, par exemple un étalement d'études sur 3 ans ou sur 2 ans, jusqu'à l'aménagement de l'emploi du temps, ou encore on va dire des adaptations pédagogiques, adaptation du cursus ou encore le besoin d'avoir un enseignant relais. Ça peut être également la mise à disposition de cours, de prise de notes ou du tutorat pédagogique, par exemple. Pour vous donner une idée de la volumétrie, parce que c'est important au vu des moyens humains, le service phase suit, alors en 2016-2017, c'est 1094 étudiants. Sur ces 1094 étudiants, 646 étudiants en situation de handicap. Je vous ai mis les chiffres de l'année précédente et c'est intéressant et important parce qu'on constate qu'il y a une augmentation croissante des étudiants en situation de handicap qui arrivent dans le supérieur. Pour suivre et accompagner ces étudiants, le service phase dispose de 6 chargés d'accompagnement qui vont personnaliser, vraiment, suivre au cas par cas, en fonction des besoins, chacun des étudiants. Donc ça, ce sont mes collègues qui me sont particulièrement précieux parce que c'est grâce à eux aussi, en termes d'accessibilité numérique, que je vais avoir des remontées qui sont des remontées d'usage, d'utilisation directement. Donc je m'appuie énormément sur les retours qu'on peut avoir et ça permet ensuite, ça me permet moi d'avoir des retours d'utilisateurs en situation réelle. Maintenant, je vais vous parler rapidement, mais c'est important, du schéma directeur du handicap. Le schéma directeur du handicap a été
adoptée en 2016 par notre établissement. C'est une démarche vraiment globale qui vise à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est important parce que quand on parle d'accessibilité numérique, on parle parfois de normes, on parle parfois de choses très techniques. Il y a un élément à ne pas oublier, à toujours avoir en ligne de mire, c'est que derrière, on parle d'humain et que l'objectif final, c'est bien l'inclusion. Donc ce schéma directeur, il concerne à la fois les étudiants, mais aussi les personnels en situation de handicap, puisque comme ça a été rappelé précédemment, eh bien, on a une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. La démarche du SDH, elle est particulièrement intéressante puisque c'est une démarche très concrète. On a divisé en plusieurs axes les actions à mener et on a mis en face des acteurs qui sont concernés directement. Avec, ce qui est important, c'est que les axes ne sont pas étanches et qu'il y a forcément des interactions entre chacun des axes. C'est donc aussi une approche systémique et ça, il me semble que c'est vraiment extrêmement intéressant dans la démarche. C'est Éric Dugas qui a mis en place ce schéma directeur du handicap. Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an et s'assure de l'avancée des projets, ce qui nous permet de faire axe par axe un point sur la situation. Les axes, vous les avez ici, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment reprendre l'ensemble du spectre de la vie étudiante, de manière à pouvoir dans chacune des situations, donc ça va de l'accessibilité des manifestations par exemple, jusqu'à l'accessibilité numérique, donc vraiment prendre en compte l'ensemble des éléments qui vont aider les étudiants à mener à bien leur projet d'études et à mieux vivre, donc vraiment à vivre en situation d'inclusion. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur certains éléments législatifs, alors rapidement promis, mais l'article 47 de la loi du 11 février 2005 est effectivement ce qui va guider en grande partie la politique accessibilité numérique, puisque c'est le cadre législatif et qu'il pose un certain nombre de principes fondamentaux. Notamment, c'est l'obligation pour tous les services de l'État d'être accessibles. Donc, on a parlé de normes. Légalement, l'accessibilité, c'est l'accessibilité au sens du RGA, c'est-à-dire la réglementation générale d'accessibilité des administrations. Comme on l'a dit, c'est une traduction des WCAG, traduction qui a été faite notamment par Brainnet. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est le RGA? C'est 13 thématiques et puis un certain nombre de critères, 133 me semble-t-il de mémoire, mais je ne vous garantis pas. Et le niveau légal, le niveau à atteindre, c'est le AA. La particularité malgré tout du RGA, c'est qu'il est également livré avec une méthodologie de test. Contrairement au WCAG, et c'est là où je suis un peu, on va dire, plus favorable au RGA, c'est que contrairement au WCAG, il permet de tester et de mesurer la conformité à un instant T avec des outils précis, puisqu'effectivement, il y a une base de référence que l'on doit utiliser pour s'assurer de la conformité. Enfin, on est dans la version actuellement 3, on n'a pas encore intégré effectivement la version 2.1 des WCAG, mais c'est quelque chose qui est relativement dynamique, même si ça prend toujours un petit peu de temps de transposer certains éléments technico-pratiques, puisqu'encore une fois, il y a vraiment une démarche, une volonté dans le RGA d'être un élément pédagogique avec un certain nombre d'opérations à faire pour s'assurer de la conformité ou non d'un site Internet. Ensuite, deuxième élément, c'est la loi pour une république numérique. Ce qui est intéressant, c'est que la loi pour une république numérique, en particulier dans son article 47,
dans son article 44, pardon, vient renforcer des zones qui étaient un petit peu floues, on va dire, dans la loi de 2005, et notamment c'est l'obligation d'accessibilité non seulement pour les sites, au sens site institutionnel, mais également des intranets et des progiciels, c'est-à-dire aussi les outils métiers. À tel point que cet article vient modifier la loi de 83 sur les droits et les obligations des fonctionnaires. Hein, ça veut dire qu'on doit aussi donner au personnel en situation de handicap les moyens de travailler dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Alors, pour appliquer ce cadre légal, eh bien, il y a une personne ressource au sein de l'Université de Bordeaux, c'est un référent accessibilité numérique. Et déjà, je tiens à signaler que c'est plutôt positif parce qu'il n'y a pas de référent accessibilité numérique dans l'ensemble des universités. Donc il y a eu une réelle volonté là aussi de mettre en œuvre le schéma directeur du handicap et de se donner les moyens eh bien, d'aller vers cette inclusion qui est l'objectif final. Les missions sont relativement simples, bien que nombreuses, mais c'est de définir par exemple les processus qui vont permettre eh bien, d'être accessible. Donc c'est d'accompagner à la fois sur une partie pilotage, d'accompagner les politiques pour choisir les meilleures solutions pour aller vers l'accessibilité, mais aussi c'est d'accompagner chacun des services et de pouvoir mesurer les progrès qui sont faits. Au-delà, s'offrent également des missions qui sont extrêmement importantes de sensibilisation et de formation. Donc cette sensibilisation et ces formations, elles vont du technicien informatique, du développeur hein, qui doit connaître les normes et les appliquer, jusque par exemple à l'enseignant-chercheur qui, quand il produit des documents numériques, doit aussi eh bien, répondre à certaines normes d'accessibilité. Donc il y a une transversalité qui est très importante sur cette mission. Pour vous en donner un aperçu, une idée, je vais faire ma liste un peu de... J'ai l'impression de faire un rapport d'activité hein, quand j'ai préparé, c'était un petit peu stressant, je ne vous cache pas. Eh bien, voilà, c'est un certain nombre d'actions que nous avons menées et je vais essayer de les illustrer, mais rapidement, je promets à Nathalie de ne pas trop traîner, d'actions qu'on a pu mener donc, depuis 3 ans, puisque le poste existe depuis le mois de septembre 2015. Donc la première action qu'on a pu mener, c'est tout simplement un audit du site institutionnel, hein, puisque c'est quand même l'élément, on va dire, de base. Donc cet audit a été fait par une entreprise externe pour garantir la sincérité hein, des informations. Hein. Donc là aussi, il y a, dans les réglementations, c'est quand même assez bien cadré. Hein. On peut avoir des audits internes, mais il y a un moment où il faut que ce soit tout à fait validé. Cet audit, qu'est-ce qu'il a révélé? Il a révélé une non-conformité du site, donc il a généré derrière un certain nombre de corrections qu'il a fallu apporter, avec une difficulté que nous n'avions pas forcément anticipée. La difficulté, c'est que l'accessibilité d'un site, elle va varier en fonction du temps, notamment sur les sites modernes, c'est-à-dire les sites où on a des contributeurs, parce que même si tout le code est dans une situation idéale parfaitement conforme, qu'en est-il des contributions et des documents que tout à chacun va venir déposer? Donc ça, c'est une première difficulté qu'on n'anticipe pas forcément, c'est que l'accessibilité numérique, c'est bien l'affaire de tous, du développeur jusqu'au contributeur. Ça veut dire qu'il y a le designer, il y a l'infographiste, il y a le développeur, il y a le contributeur, etc., etc. Donc là, il y a vraiment pour chacun une responsabilité avec différents niveaux, avec des contraintes et des opportunités différentes. Mais bien se souvenir que quand on a des sites qui sont des sites dynamiques, quand on vient contribuer, si la contribution ne respecte pas, par exemple, la structuration du texte, s'il n'y a pas de titre de niveau, on va être en difficulté même si tout était bon jusque-là. Donc ça, c'est un premier élément qui montre bien que, voilà, à tous les niveaux, on doit agir sur l'accessibilité et donc sensibiliser.
en action corollaire qu'on a mis en place, eh bien, c'est la formation du studio graphique, c'est la formation également des personnes qui forment les contributeurs pour qu'ils essaient d'intégrer les notions d'accessibilité dans la formation à la contribution du site internet. On a ensuite mis, alors là aussi c'est une obligation légale, mais on a mis en place un canal dédié de remontée pour les problèmes d'accessibilité. C'est très simple, hein, c'est sous forme d'une adresse de messagerie et quand l'utilisateur rencontre un souci, il a la possibilité de faire remonter, puisque je vous rappelle que ce qui est puni, il y a deux éléments qui sont sanctionnés par la loi. Le premier élément, c'est le défaut d'affichage du niveau de conformité. Ça n'est pas la non-conformité, mais c'est bien le défaut d'affichage. Et le deuxième élément important, c'est que ce qui est puni sévèrement, puisqu'on bascule au pénal, donc on risque entre 3 et 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 € d'amende, c'est le refus de mise en accessibilité, puisque là on bascule sur de la discrimination. Enfin, en 2017, on a ajouté au schéma directeur du handicap un axe dédié à l'accessibilité numérique, puisque ce n'était pas le cas. On en parlait un peu partout de façon diffuse, ce qui est intéressant, mais il y avait besoin aussi, pour mener à bien les actions, d'avoir un axe dédié. On a également adhéré en fait, à un marché public pour les prestations intellectuelles liées au RGA, ce qui nous permet de bénéficier d'experts qui ont été sélectionnés, ce principe du marché public, aussi bien sur la formation, sur l'accompagnement ou sur l'audit. Donc ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans une démarche globale nationale et qui est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir sur des actions précises des ressources qui soient disponibles. On a mis en place en 2016 des formations de formateurs, notamment on a formé les ingénieurs pédagogiques de MAPI. Alors je m'excuse de l'utilisation des nombreux acronymes, notamment pour le nom de service. Donc MAPI, c'est la mission d'appui pour la pédagogie et l'innovation. L'objectif étant qu'ils soient aussi capables de former, ou du moins d'aider en partie les enseignants quand ces derniers vont créer des ressources numériques. On a également intégré cette formation pour les formateurs de bureautique, puisque les personnels administratifs, par exemple, qui vont produire des documents bureautiques et qui vont les mettre à disposition, là aussi, si l'accessibilité n'est pas bonne, on aura, dans un cas idéal, le site internet qui est accessible, mais pas les documents qui sont dessus. Donc là aussi, il y a un travail nécessaire de formation à faire. Donc ces formations, elles ont été intégrées au plan de formation de l'établissement. Donc là aussi, on s'est vraiment inscrit dans l'ensemble des démarches globale de la politique de l'établissement. La création d'outils, il y en a plein des outils, on a vu tout à l'heure, il y a à la fois de la littérature, mais il y a plein d'outils qui sont mis à disposition et c'est parfois difficile de faire le tri. Donc là, on a fait des petits outils maison, des outils extrêmement rudimentaires, j'insiste bien sur ce point-là, mais qui vont notamment un petit outil qui va permettre de s'auto-évaluer, qu'on travaille sur un site web, sur un PDF ou sur un cours, et c'est un petit outil qui va permettre de grosso modo se dire, tiens là, je pense que l'accessibilité elle n'est pas bonne, je vais aller voir le référent accessibilité et il va pouvoir m'aider, me donner un petit coup de main. On a également fait un petit guide pour améliorer l'accessibilité de documents bureautiques. Ça aussi, il y en a plein. La caractéristique de celui-ci, c'est que c'est le plus petit que j'ai réussi à réaliser, il fait 10 pages. Donc évidemment, ces outils-là ne sont pas autosuffisants, ils sont pensés dans l'idée qu'on va être accompagné et qu'ensuite on va prolonger pour avoir des références sur ces outils. On a également un petit peu, mais c'est aussi grâce au travail en relation avec Fracture, on a aussi modifié un certain nombre de documents qui sont donnés aux usagers de l'université pour que ces derniers répondent mieux aux critères d'accessibilité. C'est le cas par exemple de ce diaporama qui reprend les conseils, entre autres, du kit d'accessibilité de Fracture par exemple. Enfin, on a intégré un petit outil pour améliorer l'accessibilité de la plateforme pédagogique Moodle. Alors pour le moment, c'est en test, c'est sur une des plateformes, celle qui est dédiée à la formation à distance. Et puis si ça fonctionne bien, on le déploiera. À noter que c'est un outil qui est en open source, donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il est potentiellement déployable ailleurs. Enfin, et le gros du travail, et c'est celui sur lequel j'insiste un peu plus, mais c'est qu'on a accompagné les services
au cas par cas, l'espace santé étudiant, la direction de la documentation, le pôle RHDS, etc., etc. Je ne vous fais pas la liste, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti dans une démarche progressive, on sait qu'on n'est pas accessible, donc on y va par, on va dire, petits pas. On fait d'abord un diagnostic, hein, on pose un petit diagnostic, et puis on essaie de voir les points sur lesquels on peut facilement former, accompagner et modifier les pratiques. Ça marche plutôt bien avec l'espace santé étudiant. On a commencé par un élément tout simple, c'est modifier en fait la fiche de demande pour les étudiants. Donc c'est juste une petite fiche qui était mise à disposition sur Internet et qui ne répondait pas à des critères très très simples d'accessibilité. On a commencé par ça et puis progressivement on essaie de modifier les processus et on essaie de rentrer dans l'ensemble des productions numériques, hein, parce que la clé c'est là aussi, c'est d'arriver avant et pas après. La position de plombier c'est assez inconfortable et puis c'est pas très efficace parce que quand vous arrivez et vous dites ça fonctionne pas, c'est pas bien, il faut tout refaire, en général on ne vous accueille pas les bras ouverts. Donc on essaie d'intervenir avant. Il y a une étude qui a été menée hein, sur un site internet, quand on fait l'accessibilité, quand on essaie d'intégrer les critères d'accessibilité et la démarche au préalable, ça coûte entre 5 et 10% de plus. Donc c'est finalement un coût qui est assez faible. Après, on ne peut même pas le chiffrer parce que c'est très très variable d'une architecture à une autre. Enfin, on fait une chose, on a mis en place aussi l'aide à la rédaction de cahiers des charges pour l'accessibilité parce que quand on fait appel à des prestataires externes, on vous dit toujours « mais bien sûr, on sait faire l'accessibilité, pas de souci » et parfois, on s'aperçoit après que ce n'est pas forcément le cas. Donc là, on accompagne pour la rédaction du cahier des charges, mais on fait aussi la recette, c'est-à-dire que là, on fait un mini-audit de ce qui est livré pour s'assurer que ce qui est livré est bien conforme. Parce que là, il y a des enjeux aussi qui sont des enjeux économiques. Et comme je vais arriver au terme de ma présentation dans environ 2 minutes, je me presse d'aller sur mon bilan. Alors, c'est un bilan évidemment qui est provisoire parce que c'est relativement nouveau malgré tout, ces efforts et cette politique d'accessibilité numérique au sein de l'établissement. Il y a des points qui sont vraiment des points extrêmement positifs et que je tiens à souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience de la communauté universitaire, que ce soit des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs, cette problématique de comment arrive-t-on à une meilleure accessibilité numérique, comment travaille-t-on sur l'inclusion, elle est de plus en plus présente et je suis très régulièrement interpellé par différents services pour les accompagner. Accompagner, j'en profite, j'y reviendrai peut-être si j'ai un peu de temps, mais c'est accompagner vraiment au sens premier, c'est manger le pain avec, c'est-à-dire que là, on est présent de la conception jusqu'à la livraison et on est présent sur toutes les étapes et j'insiste parce que c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Il y a dans les faits une vraie normalisation de l'accessibilité et une prise en compte pour certains services de l'accessibilité numérique. Donc ça, c'est vraiment des points extrêmement positifs. Et puis l'autre point, qui est une conséquence inattendue mais très heureuse, c'est qu'il y a un vrai décloisonnement et on arrive de plus en plus à travailler en équipe interdisciplinaire. Et ça, c'est un vrai plus pour tout le monde. Quand on travaille avec des enseignants-chercheurs sur l'accessibilité et qu'on peut les amener à avoir un regard réflexif sur leurs propres pratiques, parce que par exemple, tout leur enseignement est basé sur des visuels, eh bien, on fait un travail qui est extrêmement enrichissant pour tout le monde et on arrive à trouver des solutions tout à fait inattendues. Alors, dans ce monde merveilleux, eh bien, il y a quand même des difficultés qui sont assez importantes, notamment, on l'a évoqué, mais c'est une réalité, on a besoin de co-construire. On ne peut pas faire de l'accessibilité tout seul. Ça ne fonctionne pas, il faut impliquer un ensemble d'acteurs. Et malheureusement, à ce jour, nous avons des vrais points de blocage avec certains acteurs clés. Et ça, c'est vraiment problématique aujourd'hui, parce que sans ces acteurs-là, l'avancée est assez faible. Ensuite, il y a quand même une limite des moyens humains à l'heure où l'ensemble des processus sont dématérialisés. Récemment, l'Université de Bordeaux a dématérialisé son système d'inscription, ce qui est une très bonne idée, mais on n'a pas été consulté. On est arrivé donc
après la bataille. Et donc c'est très très compliqué. Et le problème, c'est que ça se multiplie. Effectivement, aujourd'hui, tout se dématérialise et les moyens sont quand même assez faibles au regard de la transformation, de l'ampleur de la transformation qui s'effectue. Enfin, c'est une action qui doit se voir sur la durée, qui doit pouvoir se faire sur une durée assez importante, parce que c'est extrêmement transverse. Alors, j'en viens à ma vraie conclusion de recette de cuisine, qui n'en est pas une, mais j'insiste encore une fois là-dessus, former, sensibiliser, accompagner, parce que en réalité, faire des guides, faire des outils, c'est très bien, c'est très utile. Sauf que si ces outils restent seuls dans un coin où vont caler la chaise bancale, ça ne sert à rien. Il faut être là il faut incarner l'accessibilité, il faut être présent. Donc il faut en permanence être sur le terrain avec les acteurs, avec leurs problématiques, qui sont aussi parfois des problématiques que l'on n'a pas anticipées ou que les normes n'anticipent pas et auxquelles les normes ne peuvent pas répondre. Il faut avoir un engagement des politiques sur la durée. Effectivement, ça c'est indispensable d'avoir un soutien fort, constant, mais surtout sur la durée. Parce qu'on a tendance à avoir de temps en temps d'autres échéances qui sont des échéances courtes. Et je rappelle que l'inclusion, l'accessibilité numérique, c'est un changement culturel. Donc forcément, qui dit changement culturel dit une certaine durée. Ce n'est pas du jour au lendemain. Enfin, il faut co-construire. Quand on a des équipes pluridisciplinaires, quand on met un mathématicien, un physicien, un biologiste, un économiste et puis un psychologue ensemble autour d'une table pour réfléchir à ces problématiques, on arrive vraiment à des solutions qui sont inattendues au sens le plus positif qui soit. Enfin, il faut aller au-delà parfois de la norme technique. L'accessibilité, ce n'est pas qu'une question purement technique, c'est l'affaire de chacun. Et puis, ça est ma conclusion définitive, même si j'ai un peu débordé, je m'en excuse. Il faut arriver à un moment à dépasser la pure compensation, qui est souvent, elle, est plutôt d'ordre technique, pour aller jusqu'à l'inclusion. Et là, on est dans l'humain, on reste dans l'humain. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être penser aussi au design universel ou encore à la pédagogie inclusive, qui font partie, qui sont des éléments qui vont venir nourrir l'accessibilité et réciproquement. Voilà, j'en ai fini et j'attends vos questions. Merci beaucoup Angie, tu as quasiment tenu le temps. Parfait. Véronique ? Merci Angie pour cette approche qui forcément m'intéresse beaucoup et en tant que chargée de mission handicap au Bordeaux NP. C'est vrai que tu as montré des chiffres de nombre d'étudiants en situation de handicap. Je pense que c'est important de le ramener à la population globale. 56 000, je crois, je regardais sur votre site de l'Université de Bordeaux. Oui. Donc c'est important de faire beaucoup de choses pour cette population-là, mais je pense que ce que tu évoques à la fin sur la pédagogie inclusive, elle passera aussi quand on arrivera à faire les liens avec ce qui se passe dans le secondaire, dans le primaire, etc. Et on sait qu'à chaque niveau, il y a des ruptures, il y a des décrochages énormes, c'est-à-dire entre l'école primaire au secondaire, etc. Et après le passage, après le lycée. C'est-à-dire qu'on a une perte de lycéens qui est absolument hallucinante. Et c'est vrai que je pense qu'on l'approche complètement systémique qu'on doit avoir, etc., passe déjà aussi par cette notion de parcours. Et que je ne sais pas comment faire, il y a des travaux qui sont faits avec le rectorat pour ça, mais il y a des vrais gros enjeux de comment on fait en sorte que les étudiants, que les lycéens en situation de handicap qui ont le bac continuent, aient envie de continuer et accèdent à l'université ou les écoles ingénieurs ou autres, et c'est vrai que c'est un vrai souci, quoi. Les chiffres sont éloquents. Enfin, si tu le ramènes au nombre d'étudiants en situation de handicap, le nombre d'étudiants global, c'est fou. Cette perte-là est hallucinante. Oui, il y a aussi des chiffres qui sont très intéressants, alors que je n'ai pas mis là, parce que ce n'est pas forcément tout à fait l'objet, mais c'est aussi, par exemple, la répartition en fonction des situations de handicap sur les disciplines, parce que là aussi, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Alors, à la fois, il y a du positif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se modifient, mais on a quand même encore aujourd'hui une forme d'autocensure
qui est lié à plein de facteurs, hein. Là, c'est un travail plus sociologique amené, mais qui est passionnant aussi. On s'aperçoit qu'en fonction des disciplines, on va avoir des typologies de situations plus ou moins importantes. Et le point positif, c'est que c'est en train d'évoluer un petit peu sur les 2-3 dernières années qu'on a. Ces typologies se modifient légèrement. Mais c'est vrai qu'il y a une rupture et qu'il y a un travail important, je pense, à mener aussi avec tous les travaux qui sont menés, notamment sur le passage bac -1, bac +1. Enfin, il y a tout un tas de programmes qui sont menés en ce sens-là aussi, parce qu'on s'aperçoit que c'est un phénomène global, mais il y a un travail de liaison à avoir sur l'accompagnement. Il y a quand même un changement majeur, c'est que quand les étudiants arrivent en général, enfin, c'est aussi, ils sont majeurs. Et donc, on n'a plus les mêmes dispositions ni les mêmes dispositifs. Et c'est là tout le travail remarquable que je salue de mes collègues aussi, de contribuer à accompagner et à bien expliquer les enjeux qui sont totalement différents. Mais c'est une rupture très importante, effectivement, pour les personnes en situation de handicap. Quand on passe du lycée à l'université, ça peut même être assez violent. Merci. Nicole ? Merci pour cet exposé. C'est vraiment très intéressant parce que c'est voilà, sur le terrain. On est sur le terrain. Alors moi, bravo à l'Université de Bordeaux qui a un référent accessibilité. Mais est-ce que c'est différent du référent handicap, du service handicap, ou comment on collabore Alors, l'organisation, c'est qu'on a un chargé de mission qui est Éric Dugas, qui est lui vraiment sur la partie handicap et qui va animer le schéma directeur, hein, qui est le volet, on va dire, politique au sens premier, hein, c'est là où on doit aller et c'est ce qu'on doit faire. Et puis on a 6 chargés d'accueil et d'accompagnement, donc qui recoupent à peu près nos différents sites et qui vont accompagner les étudiants, les recevoir, s'occuper de travailler avec les scolarités, avec les enseignants, et l'articulation se fait comme ça. On a des chargés d'accueil et d'accompagnement et avec lesquels moi je vais échanger, et j'échange aussi avec Eric, puisque je vais avoir à la fois on va dire la vision terrain avec mes collègues, et puis la vision politique. Alors évidemment, heureusement on travaille tous ensemble, mais la visée plutôt politique, ce sera plutôt avec Eric. Violaine Lafourcade, responsable du pôle handicap à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, merci pour toutes ces interventions qui sont extrêmement intéressantes. Ce n'est pas tellement une question, plus une remarque. Donc, effectivement, nous avons de plus en plus d'étudiants en situation de handicap. Je vois les chiffres pour l'Université de Bordeaux. Pour ce qui nous concerne, c'est 315 étudiants à ce jour. C'est à peu près 26 000 étudiants handicapés en France. C'est une petite université quand même, hein. Donc les enjeux sont là, les enjeux sont importants, et j'en discutais tout à l'heure en aparté avec Madame Lompré. On a eu à mener des discussions souvent très vigoureuses avec les services patrimoine pour faire partie de la discussion sur ces questions d'accessibilité, où ils ne jugeaient pas nécessaire de nous associer à ces questions-là parce que c'est une perte de temps, c'est un coût, voilà, c'est pas la peine. Eux, ils savent, puisqu'ils ont la réglementation, ils ont la norme, donc pourquoi s'embêter avec des personnes qui vont nous parler Donc voilà, donc moi je tiens beaucoup à cette approche par l'usage. Donc pour moi, l'usager, il doit être absolument au cœur des réflexions. Ça, pour moi, c'est absolument nécessaire. Donc ce combat avec les services patrimoine, nous l'avons en partie gagné. Donc nous sommes au tout début de la discussion dès la réflexion du projet, donc très en amont. Donc on a même la chance aujourd'hui de pouvoir discuter directement avec les architectes, et nos recommandations sont prises en compte. Et pour le plus grand succès de tous,
et pour un usage qui répond à tout le monde. C'est-à-dire que quand on pense accessibilité handicap, si on ne pense qu'à la personne handicapée, on est à peu près sûr de faire quelque chose qui ne servira à rien. Donc si on pense l'accessibilité de manière vraiment plus globale, en intégrant tout un ensemble de paramètres et d'usagers, alors là, on répond concrètement et véritablement et durablement à des questions d'accessibilité. Voilà, je pense que sur ce domaine, on a le même combat à mener aujourd'hui avec les services, les directions de l'information et du numérique, qui sont de plus en plus nombreux, très structurés, avec de nombreux projets. Et je pense que les discussions vont être aussi, je pense, un peu vigoureuses parfois, mais en tout cas, je l'espère, seront constructives parce que les enjeux sont très importants, les engagements sont là, schéma directeur handicap pour les étudiants, mais aussi pour les personnels en situation de handicap. Et les enjeux, c'est aussi de conduire nos étudiants à être insérés professionnellement un jour. Et l'utilisation de nos outils numériques aujourd'hui, elle est absolument incontournable. Voilà, c'était plus une réflexion qu'une question. Je pense qu'on se comprend. Oui, absolument, mais merci de le redire, parce que c'est important. J'avais juste une petite question en termes de pilotage accessibilité par rapport à ce que vous nous avez présenté. On sait que le grand enjeu des 2-3 prochaines années à l'UB, ça va être la refonte du système d'information pour essayer de se rapprocher d'un système d'information commun à l'histoire des universités respectives, Bordeaux 1, 2, 4 et compagnie. On est d'accord sur le diagnostic, c'est une priorité, ça a été fixé comme tel. Est-ce que vous, en tant qu'expert et missionné sur les questions d'accessibilité, que ce soit la fonction politique avec Eric ou la vôtre, est-ce que vous allez vraisemblablement être positionné en amont finalement de cette sollicitation, de telle manière qu'on anticipe la question d'accessibilité et qu'on réfléchisse à des systèmes d'information accessibles, puisque ça devient une priorité, une vraie priorité, ou est-ce qu'il y a le risque potentiel que vous couriez après un nouveau système qui se dessinerait Alors, toujours, pour être parfaitement honnête, effectivement, c'est un des enjeux très chauds du moment, c'est d'arriver à vraiment peser et à être présent sur la problématique des systèmes d'information, puisque c'est une vraie difficulté que pour le moment, on n'est pas du tout en état de co-construire, on est en état de plombier urgence. Et on sait bien que pour tout un tas de raisons valables, ça ne se fait pas et c'est le combat actuel. Donc là, j'ai bon espoir qu'un geste politique soit fait, notamment sur l'adoption d'un schéma pluriannuel de mise en accessibilité du système d'information. Tant que ce dernier n'est pas validé, eh bien, les interactions sont assez faibles, hein. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Et c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est celui-ci, surtout que viennent s'enclencher d'autres problématiques sur les systèmes d'information, avec des points extrêmement positifs, mais qui sont parfois complexes à résoudre. C'est qu'on est aussi... on fait partie de consortiums et que les outils ne sont pas forcément développés en interne. Ils sont souvent, c'est des consortiums nationaux. Hein. Je pense à ESUP par exemple, qui est en fait un consortium national, et que seule une partie des SUP, alors je suis désolé de dire plein de gros mots très techniques, mais une partie des SUP est réécrite en local et pas d'autres. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi porter ce combat au-delà de notre établissement, parce que au final, on peut adapter des choses, mais c'est pas extrêmement rentable, ni en termes de temps, ni en termes de coût. C'est comme si on devait réécrire Moodle, ça n'a pas d'intérêt, ça veut dire qu'il faut monter au niveau supérieur, et là, encore une fois, les directions des systèmes d'information sont incontournable. Donc le vrai combat, il est là, c'est d'avoir cet engagement de la part très clairement de la présidence sur un schéma pluriannuel de mise en accessibilité qui nous mettrait en position d'interlocuteur préalable et non pas en situation de pompier. Merci Angie. Donc,